Imagine, tu vis dans une maison que tu viens d'acheter. Elle prend de la valeur chaque mois. Tu penses avoir fait l'affaire du siècle. Mais en quelques semaines, tout s'écroule. La valeur de ta maison s'effondre, tu ne peux plus payer ton prêt, la banque te saisit ton bien, tu perds tout. Et tu n'es pas seul, des millions de foyers vivent exactement la même chose. Des banques font faillite, des marchés paniquent, l'économie mondiale vacille. Bienvenue sur l'art de l'investissement. Aujourd'hui, on plonge sur l'un des plus grands cataclysmes économiques de l'histoire contemporaine, la crise financière de 2008. Un crash né d'un rêve, si je puis dire le rêve de tous, celui de l'accès à la propriété. Une crise alimentée par la cupidité, l'irresponsabilité et l'aveuglement d'un système. Et une explosion qui a ébranlé non seulement Wall Street, mais aussi les petites entreprises, les travailleurs, les retraités, tout le pays. C'est l'histoire d'un système trop confiant, d'un château de cartes bâti sur des dettes toxiques et de quelques voix isolées qui ont vu venir la tempête, mais que personne n'a voulu écouter. Dans cette vidéo, on va décortiquer les origines de la crise, les mécanismes qui ont précipité l'effondrement, les responsabilités, et surtout ce que ça nous apprend sur notre économie actuelle. Parce qu'en comprenant le passé, on peut peut-être mieux anticiper l'avenir. Après l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et les attentats du 11 septembre 2001, l'économie américaine est en difficulté. La Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, baisse alors drastiquement ses taux d'intérêt pour relancer la croissance. L'argent devient bon marché presque gratuit. Les ménages empruntent, les entreprises investissent, les marchés retrouvent leur confiance. Et très vite, une nouvelle bulle commence à gonfler. Mais cette fois, ce n'est pas de la tech, c'est de la pierre. En 2002 et 2006, les prix de l'immobilier aux États-Unis explosent. Les Américains achètent des maisons comme on achète des actions. Acheter, attendre que ça monte, revendre avec profit, puis recommencer. Les banques prêtent à tout le monde, même à ceux qui n'ont ni revenus stables, ni apport, ni garantie. On appelle ça les subprimes, des crédits risqués offerts à des emprunteurs peu solvables, mais très rentables. Et là, j'ajoute une petite note. Aux États-Unis, les taux évoluent. Ce n'est pas comme en France où tu gardes ton taux initial jusqu'à la fin de ton prêt. Une fois que la Réserve fédérale change ses taux, ton taux immobilier change aussi. Mais comment les banques peuvent-elles prêter autant sans se ruiner? La réponse tient en un seul mot, titularisation. En gros, les banques ne gardent pas les crédits. Elles les transforment en produits financiers, des paquets qu'elles vendent à d'autres investisseurs. On appelle ça des CDO ou Collateralized Debt Obligation. Pardonnez-moi mon anglais. Des produits complexes nommés AAA par des agences de notation, alors qu'ils sont bourrés de crédits pourris. Je fais une petite parenthèse pour vous expliquer ce que c'est qu'une notation AAA. Une notation AAA, c'est la meilleure note possible qu'une agence de notation peut donner à un État ou à une entreprise. Le AAA signifie très grande confiance. La probabilité de remboursement est extrêmement élevée. Donc le risque de défaut est quasi nul. Cela veut dire tout simplement cette dette est ultra fiable. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Les agences de notation sont des entreprises privées qui évaluent la solvabilité des emprunteurs. Donc l'État, des entreprises, des collectivités. Parmi ces agences, je pense qu'il y en a un que vous connaissez sûrement. Standard & Poor's, S&P. En plus de Standard & Poor's, on peut citer Moody's et Fitch Ratings. Ces agences de notation attribuent des notes comme AAA, AA, A, BB jusqu'à D pour dire que l'entreprise n'est pas fiable. Ces notations sont très importantes car elles influent sur le taux d'intérêt. Plus la note est haute, plus le taux est bas. Quand la note est mauvaise, le taux est plus haut car le prêteur veut une prime de risque, ce qui est tout à fait normal. Et le plus important, les notations influencent la confiance des marchés. Les investisseurs ont vraiment tendance à acheter les obligations AAA les yeux fermés. Là, on revient sur la vidéo. Les banques ont fait une très bonne affaire sur ce coup. Elles ont assemblé des crédits pourris, elles ont créé des véhicules d'investissement qu'elles ont vendus au monde entier. En plus, tout le monde était content. Tout le monde y gagnait tant que les prix de l'immobilier montaient. Mais dans l'ombre, quelques analystes commencent à s'inquiéter. Et parmi eux, il y a Michael Burry. En 2005, alors que Wall Street s'enivre dans le profit, un homme commence à poser des questions. Un homme discret au regard intense, passionné de chiffres et de métal lourd. Un homme différent, son nom est Michael Burry. Ancien neurologue devenu gestionnaire de fonds, Michael Burry a fondé Sion Capital après avoir quitté la médecine. Atteint de syndrome d'Asperger, il a une capacité hors norme à repérer les détails que tout le monde ignore. Et ce qu'il voit dans les bilans bancaires, c'est une bombe à retardement. Il épluche des milliers de prêts hypothécaires, il analyse chaque ligne, chaque condition, et il comprend qu'une énorme partie de ces crédits ne seront jamais remboursés. Pire encore, ces crédits sont la base même des produits financiers vendus comme sûrs. Michael Burry prend une décision radicale. En 2005, il parie contre le marché immobilier américain. Il part voir des banques et demande un CDS, Credit Default Swap, une sorte d'assurance contre la faillite des prêts subprime. Et comme c'est une assurance, il paye des millions chaque mois pour cette couverture.
Les banques rient, elles sont contentes, et les investisseurs crient à la folie. Ses propres investisseurs veulent le poursuivre. Ils ne comprennent pas pourquoi il mise tout contre ce qui semble inébranlable. Mais Burry tient bon. Il est seul, mais il sait qu'il a raison, et bientôt, le marché commence à vaciller. 2006. Les premiers signes sont là. Les prix de l'immobilier cessent d'augmenter. Certains emprunteurs commencent à manquer de paiement. Mais pour la majorité des analystes, ce n'est qu'un ralentissement passager. Rien d'alarmant, pas encore. Les défauts de paiement se multiplient. Les subprimes commencent à imploser. Des millions d'Américains n'arrivent plus à rembourser. Et ce ne sont pas seulement des familles modestes. Toute une classe moyenne bascule dans le rouge. Les banques, elles, réalisent que les titres qu'elles détiennent, les fameux CDO, sont en réalité sans valeur. Ce qu'on croyait être un château solide n'est en réalité qu'un château de cartes. En 2007, New Century Financial, l'un des plus gros prêteurs subprime, fait faillite. Puis Bear Stearns, puis IndyMac. Les fonds spéculatifs s'écroulent. Les marchés s'affolent. Les investisseurs commencent à paniquer. Les banques ne veulent plus se prêter entre elles. La confiance ciment du système financier est brisée. En septembre 2008, c'est le coup de tonnerre. Lehman Brothers, une institution vieille de 158 ans, fait faillite. 600 milliards de dollars d'actifs envolés. Des dizaines de milliers de salariés sur le carreau. Et le monde comprend enfin que la crise n'est plus américaine, elle est globale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les emprunteurs n'arrivaient plus à rembourser. Des millions d'Américains, souvent avec des revenus faibles ou instables, avaient contacté des crédits immobiliers à taux variable. Ces taux étaient très bas au début, mais ont augmenté fortement après 3 ans. Quand les mensualités ont explosé, beaucoup ne pouvaient plus rembourser. Après tous ces défauts de paiement, les maisons ont commencé à être saisies massivement. Beaucoup trop d'offres de vente sont apparues sur le marché. Résultat, les prix de l'immobilier se sont effondrés. Les banques avaient prêté cet argent en partant du principe que l'immobilier monterait toujours. Les garanties de prêt, ces maisons ne couvraient plus les pertes. En plus de cela, les prêts subprime avaient été transformés en titres financiers complexes, les CDO. Ces CDO avaient été vendus comme sûrs, mais ils contenaient des prêts pourris. Quand les emprunteurs font défaut, les CDO perdent toute leur valeur. Ceux qui avaient investi dans les CDO ne recevaient plus aucun intérêt. Résultat, les banques, les fonds et même les assureurs comme AGE se retrouvaient avec des actifs sans valeur. Les banques ne se faisaient plus confiance. Elles ne prêtaient plus. Conséquence, le crédit a été gelé, les entreprises n'ont plus accès à l'argent. L'économie réelle s'effondre. Quand Lehman Brothers s'effondre, ce n'est pas simplement une banque qui tombe. C'est un symbole, un signal d'alarme pour le monde entier. Et ce signal, il arrive avec violence. Les banques européennes et asiatiques avaient acheté massivement des produits financiers américains, notamment des CDO. Elles aussi se retrouvaient avec des actifs pourris. Elles ont commencé à paniquer, geler des crédits et demander des sauvetages. En quelques semaines, c'était la débâcle. En France, Dexia doit être sauvé. En Angleterre, le gouvernement nationalise des banques. En Islande, tout le système bancaire s'effondre. En quelques jours, les indices boursiers du monde entier s'écroulent. Le Dow Jones perd plus de 30%, le CAC 40 chute de 40% et le Nikkei s'effondre. Des millions de petits épargnants voient leurs économies fondre. La panique est globale, les marchés sont en chute libre. Les entreprises ne pouvaient plus emprunter. Elles ont commencé à geler leurs investissements, puis ont commencé à licencier massivement. Les faillites ont commencé à se multiplier. Constructeurs automobiles, commerces, PME. En quelques mois, le chômage grimpe partout. Aux États-Unis, il passe de 5 à plus de 10%. En Espagne, il dépasse 20%. C'est une récession mondiale. Le commerce international ralentit brutalement. Les exportations chutent. Les pays émergents qui dépendaient des marchés occidentaux souffrent eux aussi. La planète entière est figée. Plus personne ne sait si le système va redémarrer. Les gouvernements injectent des milliers de milliards de dollars pour sauver les banques, soutenir l'économie et restaurer la confiance. La Fed, la BCE, la Banque du Japon baissent leur taux à zéro et lancent des programmes massifs d'achat d'actifs. C'est la naissance d'un nouveau monde financier, le monde sous perfusion. Ce qui était une crise immobilière américaine est devenu une crise systémique mondiale et surtout une crise de confiance dans les banques, dans les marchés et dans le modèle économique lui-même. Quand le monde chancelle, la politique n'a pas d'autre choix que de réagir. La crise de 2008, c'est un moment de bascule pour l'économie, la finance et même la démocratie. Aux États-Unis, le gouvernement lance le TARP, 700 milliards de dollars pour recapitaliser les banques. Obama, fraîchement élu, débloque un plan de relance historique, 800 milliards de dollars pour soutenir la consommation et l'emploi. En Europe, c'est plus lent, mais la BCE finit par intervenir massivement. Partout, on applique une stratégie, sauver les banques à tout prix. Too big to fail devient une vérité d'État. Mais à quel prix? Les banques centrales adoptent des taux proches de zéro, voire négatifs. Elles créent de la monnaie à grande échelle. C'est le début du quantitative easing. Le bilan de la Fed et de la BCE explose. L'argent coule à flot. Mais il ne va pas dans les salaires. Il va dans les marchés financiers. Les citoyens voient que les banques sont sauvées pendant que les foyers modestes perdent leur maison ou leur emploi.
Le sentiment d'injustice alimente un régime massif du système. Occupy Wall Street aux États-Unis, les indignés en Espagne, la montée des partis populistes en Europe, la crise n'a pas seulement été économique. Elle a ébranlé la légitimité du capitalisme moderne. Après la crise, on promet plus de régulation. Règles de Bâle 3 pour les banques, création du Fonds européen de stabilité, mais beaucoup d'observateurs dénoncent un retour au business as usual. 10 ans plus tard, les banques sont encore plus grosses, les marchés encore plus dépendants des banques centrales et la dette mondiale a explosé. La crise de 2008 a marqué la fin d'un cycle de croissance sans frein et de dérégulation. Elle a accéléré la transition vers un monde plus numérique, plus inégalitaire, plus fragile aussi. Le capitalisme financier a survécu, mais à quel prix et pour combien de temps? La crise de 2008 n'a pas seulement vidé des poches, elle a changé le monde. La finance est toujours là, plus puissante que jamais. Mais la confiance, elle, ne s'est jamais totalement reconstruite. 2008 n'est pas qu'une date dans les livres économiques. C'est une cicatrice encore vive qui a redéfini notre époque. Elle a révélé les failles du système et la vérité brutale d'un monde où les banques sont trop grosses pour tomber, mais où des millions de vies peuvent s'effondrer sans un bruit. Les responsables, aucun condamné majeur. Les victimes, des familles, des étudiants, des retraités, oubliés. Et pendant ce temps, la bourse rebondit. Mieux encore, elle explose. Wall Street gagne, Main Street paye. Les bulles reviennent. La dette mondiale est plus haute que jamais. Les inégalités se creusent. Et les algorithmes ont remplacé les traders dans les tours de verre. Alors, la prochaine crise, elle ne viendra peut-être pas des subprimes, mais elle viendra. Et la question cette fois sera, avons-nous appris quelque chose? Comprendre 2008, ce n'est pas regarder le passé, c'est décoder le présent et peut-être éviter les prochains cataclysmes. Investisseurs, citoyens, décideurs, à nous de décider si l'histoire se répétera ou si enfin nous changerons les règles du jeu. Abonnez-vous pour ne rien rater et surtout investissez intelligemment.